Bonjour. Tout d'abord, merci pour avoir répondu à notre invitation à cette heure matinale. Alors, effectivement, là, vous êtes dans le cadre d'une audition de la MEX, donc de la mission d'évaluation et de contrôle, que je co-préside avec Jérôme Guedj. Je ne sais pas s'il viendra ou pas tout à l'heure. Alors, tout d'abord, merci effectivement pour votre présence. Et puis, en même temps, pour d'emblée, moi, je dis effectivement pour la participation effectivement tout ce qui est industrie pharmaceutique à la bonne santé de nos concitoyens et pour les innovations que vous faites au bénéfice des patients. Donc le principe de cette audition, c'est que c'est une audition qui est courte, qui dure 1 heure. Donc c'est dans le cadre de la MEX, donc du contrôle et d'évaluation effectivement du PLFSS qu'on vote tous les ans pour mieux comprendre effectivement le principe du médicament. Donc effectivement, on a déjà auditionné il y a quelques semaines le président du CEPS. On auditionnera effectivement la semaine prochaine la DSS, le directeur de la sécurité sociale. Le but, c'est de comprendre un petit peu d'abord l'ensemble des mécanismes concernant effectivement le financement des médicaments, et puis avec le point particulier qui est la différence qu'il y a d'1,2 milliard entre vos chiffres et les chiffres de la DSS. Alors, différence qui a été compensée partiellement lors d'un amendement apporté par le gouvernement au Sénat dans le cadre de la PLFSS, de l'examen du PLFSS. Merci beaucoup pour la contribution que vous nous avez envoyée suite au questionnaire qu'on vous a envoyé. C'est plutôt bien, ça permet effectivement de rentrer rapidement dans le vif du sujet et puis pour poser effectivement les interrogations qu'on peut avoir. Je ne sais pas, normalement, cette contribution, on l'a envoyée à l'ensemble des membres de la MEX, donc tout le monde l'a reçue, ce qui permet de rentrer plus rapidement dans le vif du sujet. Donc, notre but, effectivement, c'est de comprendre, pour le comprendre, dans le sens, effectivement, il y a alors, je ne sais pas si vous parlez d'un dérapage, en tout cas d'une différence substantielle entre les différents chiffres. Alors, il y a plusieurs choses. On va parler effectivement chiffres, on va parler effectivement de la manière, comment est-ce qu'ils sont obtenus, et en sachant que les choses sont assez compliquées concernant le médicament, le financement du médicament. Alors, par rapport à ça, pour parler chiffres, nous, effectivement, tous les ans, on vote, effectivement, sous Ondam concernant le médicament, et là, effectivement, c'est plus large, dans le sens où ça va, effectivement, tout ce qui est dispositifs médicaux, donc c'est assez large. Là, on se concentrera, effectivement, sur le médicament, et donc, effectivement, nous, effectivement, on vote un objectif chiffré. Par rapport à ça, est-ce que vous pouvez nous apporter, ce qui est pas mal, c'est que ça va permettre de compléter un petit peu le questionnaire, les réponses que nous avons eues du questionnaire, et avoir des chiffres assez précis pour qu'on puisse effectivement avoir la même discussion avec la DSS la semaine prochaine. Est-ce que vous pouvez nous donner effectivement vos chiffres concernant le chiffre d'affaires net des entreprises du médicament, avec le prix facial, dans le sens où c'est une première chose, dans le sens où j'entends bien que vous nous avez dit, effectivement, dans le questionnaire, que vous ne disposiez pas forcément, effectivement, des remises, dans le sens où c'est un chiffre qui relève je pense que c'est le secret des entreprises, mais qui relève, que vous, en tout cas, dont le LEM ne dispose pas. Donc, par rapport à ça, est-ce que vous pouvez nous dire, effectivement, nous donner, effectivement, les chiffres concernant le chiffre d'affaires, et puis effectivement, comment vous-même vous estimez effectivement les différentes remises que vous faites, qu'elles soient effectivement conventionnelles, qu'elles soient légales, et par rapport effectivement à la clause de sauvegarde. Donc, ça sera effectivement ma première question. Donc, ce qu'on peut faire effectivement, c'est que je propose effectivement qu'on réponde ça pendant une demi-heure, et puis après, je laisserai effectivement mes collègues vous poser aussi des questions sur des choses qui sont pas assez complètes. Dans le sens où effectivement, il faut qu'on ait fini dans 50 minutes. Je vous remercie. Monsieur le Président, merci pour votre introduction. Mesdames et Messieurs les parlementaires, merci de nous donner
l'occasion de venir essayer peut-être de faire de la pédagogie sur la construction d'un budget qui est effectivement complexe. Occasion pour moi de venir avec mes équipes, peut-être que je vais les présenter également. Donc moi-même, je suis directrice générale du LEM. Je suis accompagnée de Monsieur Guinza, qui est directeur des affaires publiques, Monsieur Boudon, qui est en charge des affaires économiques, et Madame Bardan, qui est directrice juridique du LEM, que vous sachiez qui est qu'avec moi. Je vous propose peut-être en 2 temps, mais rapidement, bien sûr, nous sommes là pour répondre à vos questions, et nous l'avons déjà fait par écrit, et peut-être vous rappeler les enjeux du secteur et vous donner un peu de peut-être la compréhension de notre point de vue, en tout cas, de comment des enjeux de la réalité économique aussi des entreprises du médicament qu'on connaît peut-être avec un prisme, mais pas sur l'entièreté. Et donc quelques chiffres du secteur pour vous redire que ce secteur, c'est 300 entreprises à peu près sur le marché français. Donc plus de la moitié, en fait, ont moins de 250 salariés. Je vous dis ça parce que souvent, on a la vision de l'entreprise pharmaceutique comme des grandes entreprises, pas que, qui représentent 106 000 emplois en France, avec notamment 12 000 effectifs en R&D, mais aussi en production, et en production, y compris en bioproduction. Donc on a, sur ces 106 000 salariés, en fait, ils sont sur 270 sites de production partout en France, dont 52, c'est important aussi, en bioproduction, puisque nous investissons massivement en bioproduction en France, et que nous sommes 4e contributeur à la balance commerciale. Je voulais aussi vous rappeler quel est le rôle du LEM et donc de l'équipe que je représente aujourd'hui. C'est important aussi de se dire qu'en fait, on marche sur 2 jambes, j'ai envie de dire. D'abord, on est représentatif de ce secteur. C'est-à-dire que nous sommes une organisation qui, d'une part, signe l'ensemble des accords de branche, et je souhaitais le rappeler parce que nous signons des accords de branche en matière sociale, d'une part. Par exemple, cette année, nous avons été le premier secteur à signer un accord sur les aidants, un sujet important. Nous avons aussi été le premier secteur à signer un accord qui engage l'ensemble des entreprises en matière de décarbonation, mais aussi évidemment deuxième branche, ce qui est une organisation que je représente qui négocie avec le gouvernement les conditions économiques d'exercice de nos entreprises sur le marché français. Voilà, donc on a vraiment ces 2 obligations qui nous engagent, à la fois sociales, sociétales, environnementales, mais également économiques. Et que je voudrais aussi le rappeler, c'est que notre raison d'être au quotidien, c'est de faire en sorte que les patients en France aient accès à leur traitement, où qu'ils soient sur le territoire et au moment où ils en ont besoin. Important de le rappeler que créer les conditions économiques pour que nos entreprises remplissent leurs obligations, c'est important. Et donc on a ce double objectif finalement qui est assez ambitieux, c'est comment faire en sorte que nous contribuons aussi à la protection de notre modèle social français, modèle social et assurant aussi la soutenabilité des comptes de l'assurance maladie. Nous y sommes attachés, tout en soutenant évidemment la situation économique des entreprises qui opèrent sur le marché. Et c'est pour ça donc, que je vais venir évidemment construire un espace de régulation qui soit capable de gérer ces 2 tensions d'une certaine façon, modèle social et conditions économiques. C'est vraiment un sujet difficile, d'autant plus difficile dans le paysage international que nous rencontrons en particulier ces derniers jours. Et pourquoi je mets un peu de gravité? Parce que ça fait des années que nous alertons, que nous vous alertons sur le fait que notre système est à bout de souffle, parce que nous avons de plus en plus de mal, et les uns et les autres, à faire en sorte que nous remplissions nos obligations, et notamment de remplir nos obligations vis-à-vis des Français. Alors j'ai envie de dire, une bonne nouvelle, c'est que nous vieillissons. Je ne sais pas si c'est ça la bonne nouvelle, mais en tout cas, nous vieillissons en meilleure santé. Et vous le rappeliez, Monsieur le Président, grâce notamment, et pas que, à l'innovation thérapeutique dans notre pays. Mais l'alerte que j'ai envie de poser avec vous et de discuter, bien sûr, c'est que la France, qui était leader dans le domaine de la santé, y compris en Europe, a perdu son leadership. Je vais vous donner quelques chiffres. C'est que nous sommes en train de constater un déclassement industriel, puisque nous sommes passés à la 4e place en matière de production industrielle en 15 ans. Sur les essais cliniques, qui sont un indicateur important, nous sommes à la 3e place. Et nous avons été déclassés par l'Allemagne et l'Espagne récemment. L'Italie est juste derrière nous. Et on sait qu'être en avance sur les essais cliniques, ça permet aussi d'investir dans les hôpitaux et d'investir derrière en production. Donc cet indicateur est très important. Que notre balance commerciale est à peu près à l'équilibre, mais nous avons cru pour la première fois cette année, fin d'année dernière, passer en négatif. Je voulais aussi vous rappeler que nous avons les prix les plus bas d'Europe, constatés par de nombreuses études, 10% de moins que la moyenne européenne, et plus inquiétant encore sur les molécules dites essentielles, nous sommes 30% en dessous des prix européens,
que nous avons la fiscalité la plus haute en Europe, qui pèse pour 60% sur le résultat des entreprises. C'est une des rentabilités les plus basses en Europe. Hein. Le résultat des entreprises est au 14e rang sur 18. Même l'Italie est devant nous, si j'ose dire. Et on n'est pas là pour dire que la fiscalité et la régulation n'est pas importante. Tous les pays européens en ont. Et ça, nous sommes évidemment conscients que c'est notre responsabilité. C'est juste la plus lourde en matière européenne et la plus imprévisible. Et c'est là, en fait, qu'on a des propositions à faire dans le cadre des PLFSS à venir, notamment. Et la difficulté, je viens sur le sujet évidemment du dérapage, c'est que si nous alertons depuis des années que nous devons revoir notre système de financement, en fait, on a vraiment pris un mur fin 2024, puisque nous considérons que le milliard d'euros annoncé en novembre constitue pour nous un avant et un après sur lequel nous avons absolument besoin de discuter pour prendre les mesures, et nous sommes prêts à prendre notre part sur les mesures de changement à venir. D'autant plus qu'au printemps dernier, printemps 2025, nous sommes venus voir le gouvernement pour faire des propositions d'économie en disant nous avons besoin d'efficience. Ça avait été d'ailleurs proposé par le gouvernement dans le discours de politique générale du gouvernement Barnier et reconduit par notre gouvernement actuel. C'est-à-dire comment nous pouvons travailler ensemble pour avoir des mesures d'efficience. Et donc nous avions proposé à ce moment-là, nous sommes au printemps, d'avoir des mesures d'économie allant jusqu'à 1 milliard, plus d'1 milliard d'ailleurs d'euros, et des mesures d'économie, je le précise devant cette Assemblée, sans impact pour les patients, c'est-à-dire vraiment des mesures d'efficience, j'y reviendrai. Des mesures d'efficience qui ont en fait été percutées par cette annonce d'un dérapage potentiel. Je le rappelle, les mots à l'époque étaient précis. Un dérapage potentiel d'1 milliard d'euros sur le poste médicaments, signalé effectivement par la direction de la Sécurité sociale au moment même du passage du texte à l'examen au Sénat. Et pour nous, ce moment était grave puisque ce dérapage a conduit à des mesures très importantes, puisque dans l'urgence, les sénateurs ont voté donc un durcissement du PLFSS, pointant ce durcissement exclusivement sur le médicament, à titre préventif, donc 600 millions d'économies demandées au secteur pour tenter de compléter ce dérapage. Ce qui a conduit d'ailleurs les sénateurs de revenir, c'est un moment, c'est quelque chose de très compliqué et grave pour nous, puisque le gouvernement est donc revenu sur des engagements. Alors, je vous rappelle les engagements qui avaient été pris. C'est le capping de cette clause de sauvegarde. Je vais y revenir, si on a besoin ensemble de revenir sur comment on construit une clause de sauvegarde. Capping qui est quand même un capping très très haut, puisque aujourd'hui, il pèse pour 1,6 milliard dans la fiscalité des entreprises du médicament. Capping 2024-2025. Revenons également sur des engagements de ce qu'on appelle le montant M, donc c'est le montant de chiffre d'affaires prévisionnel pour nous qui permet cette clause de sauvegarde, anticipant aussi par là même une campagne de baisse de prix historique pour 1 milliard d'euros qui ont été donc anticipés avant la signature du texte, puisque le texte est tombé, vous le savez, au moment de la motion de censure, et dont nous ne connaissons pas d'ailleurs le rendement. C'est un des sujets d'ailleurs sur l'éclairage du pilotage des comptes, c'est que les mesures de baisse de prix, derrière, nous ne connaissons pas le rendement global, sur des prix qui, je le mentionnais, donc, sont déjà les plus bas d'Europe. Alors pourquoi effectivement depuis ce mois de novembre, nous permettons de contester ce dérapage? Parce que nous ne le constatons pas dans les comptes et dans le pilotage des comptes tel que nous le mesurons. Alors je vais revenir à pourquoi nous le contestons et contestons son mode d'application en fait. Pour vous rappeler que la régulation du prix du médicament, il se passe, je vais essayer de le simplifier à l'extrême, mais les équipes pourront compléter si vous avez besoin de plus de précision, c'est que les prévisions du budget, en fait, se basent sur les prévisions du chiffre d'affaires, puisque la clause de sauvegarde s'applique sur le chiffre d'affaires des entreprises du médicament net des remises, vous mentionnez qu'elles soient légales ou conventionnelles. Et c'est sur ce chiffre d'affaires net que nous calculons la clause de sauvegarde. Or, nous, dans nos chiffres, aujourd'hui, tel que nous le constatons sur la base des chiffres du GERS au 4e trimestre 2024. C'est l'outil de pilotage que nous avons avec les entreprises du médicament et que nous communiquons aux autorités. Nous ne constatons pas encore aujourd'hui de dérapage. Nous constatons en effet un dépassement limité à 200 millions d'euros sur un chiffre d'affaires global de 27 milliards. Donc quand vous êtes à un dépassement de 200 millions sur 27 milliards, comme ça peut arriver, c'est vraiment... Alors 200 millions, c'est beaucoup d'argent, hein,
mais ça reste quand même minime par rapport à un dérapage qui lui a été annoncé à 1,2 milliard. Et en fait, la difficulté, c'est quand on parle d'un dérapage sur les dépenses d'assurance maladie, on ne conteste pas qu'il peut y avoir des dérapages d'assurance maladie. Sur le poste médicament du chiffre d'affaires, il n'y a pas de dérapage, il y a juste un dépassement. Et donc nous sommes prêts à contribuer à ce dépassement de 200 millions. Mais nous contestons le fait que c'est 1,2 milliard à avoir à rattraper sur notre responsabilité. Donc c'est vraiment le fondement de du débat aujourd'hui qui nous différencie, et on voit la direction de la sécurité sociale chaque semaine. Et donc nous avons des réunions dites techniques où on essaie de comprendre la différence d'appréciation de ce dérapage. Et en fait, pour nous, c'est grave parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fin d'année, alors que vous devez signer des textes en toute sincérité, évidemment, nous avons des communications qui, elles, ne nous apparaissent pas cohérentes avec la contribution à laquelle nous sommes absolument prêtes, et c'est notre devoir de contribuer. Donc je reviens, c'est que c'est d'autant plus dommageable que nous avions fait à l'époque des propositions d'économie. Quand je vous parle du 1,1 milliard d'économies qu'on était prêt à faire à l'État, on avait proposé des mesures, j'ai envie de dire, à la fois de bon sens et sans impact pour les patients. Et je vais vous les lister, on pourrait y revenir si vous avez des questions. On avait proposé par exemple un délistage, c'est-à-dire que certaines molécules, vous ne pourriez ne plus avoir besoin de passer nécessairement par votre médecin, mais passer par le pharmacien. Et là, on a une étude qui montre qu'on pourrait aller, en tout cas au niveau européen, à des économies de l'ordre de 300 millions. On a également proposé des mesures de bon usage, d'ailleurs que nous avons commencé à faire dès 2024, puisqu'on avons lancé des campagnes de bon usage, notamment sur les personnes âgées, où nous avons les chiffres qui montrent que les prescriptions sont supérieures à 5, et nous savons qu'au-delà de 5 molécules, il peut y avoir un effet délétère. On a lancé une campagne auprès des Français qui a très bien fonctionné, et auprès des médecins pour les inciter à regarder leurs prescriptions, et des taux d'ouverture d'ailleurs des prescriptions qui ont été sans rejet de la part des médecins. Bon usage, on l'avait estimé effectivement à hauteur de 300 millions. Donc 300 plus 300, nous avions 600 millions d'économies possibles. Et nous avions même proposé, pour soulager les comptes publics, de faire des avances sur nos remises, puisque les remises sont calculées, alors avec un processus compliqué, on les paye à 18 mois, pas de notre fait, mais c'est le processus qui est complexe, que nous pourrions simplifier. Et là aussi, nous avions estimé qu'on pouvait faire une économie de rendement de 500 millions. Donc on était vraiment venu en toute sincérité avec ces mesures, donc arrêté un peu en plein milieu du PLFSS, et donc qui a fait renoncer au gouvernement les mesures de protection du secteur dont nous avons besoin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si je suis devant vous, c'est vous dire que ces mesures d'économie, nous sommes toujours prêts, évidemment, à les engager. Ce sont des mesures d'économie que nous continuons à discuter malgré tout avec la direction de la sécurité sociale, avec la NSM, avec la CNAM notamment, puisque nous n'avons pas tous les leviers pour pouvoir le faire. Nous contribuons en tant que secteur responsable, mais nous n'avons pas tous les leviers. Ce que nous disons juste aujourd'hui, au moment où je vous parle, c'est que si nous considérons que nous avons un dépassement de 200 millions, nous sommes évidemment prêts à repartir sur une contractualisation pour aller chercher ces 200 millions d'économies, basées sur les économies, le plan que nous avons proposé, et qui permettrait du reste, si nous sommes en surexécution, de faire baisser le poids de la clause de sauvegarde, parce qu'à 1,6 milliard, pour certaines entreprises, ça veut dire des difficultés financières extrêmes. Voilà, donc en fait, et je terminerai mon propos liminaire, j'ai 3 grands blocs de conclusion. C'est vous rappeler que nous avons besoin absolument d'avoir des plans pluriannuels pour reconstruire des plans de santé, puisque nous avons, grâce à l'ensemble des entreprises de médicaments, des visions pluriannuelles de dans 3, 5, 10 ans, comment seront traités les Français grâce à l'innovation thérapeutique. Et on tient à votre disposition d'ailleurs une étude que nous faisons chaque année qui s'appelle l'Horizon Scanning, en mauvais français, qui donne cette visibilité des traitements, qui veut dire 2 choses. C'est que nous connaissons les traitements dont nous aurons besoin et donc les parcours de soins à construire. Et nous connaissons aussi le prix de cette innovation pour pouvoir anticiper ce prix. Donc, premier bloc de demande, c'est de nous inscrire dans une pluriannualité et bien sûr avec un PLFSS qui, lui, doit arriver chaque année, mais qui se construit aussi dans une politique de santé publique.
Deuxième chose, c'est que nous avons besoin, et nous le comprenons, et encore plus aujourd'hui, hélas, que notre pays a besoin d'économie, et nous sommes prêts à y contribuer. Nous sommes prêts à y contribuer sans impact pour les patients, et ça c'est important. Les patients doivent avoir leur traitement et nous devons y contribuer. Pardon. Et d'ailleurs, en début de semaine, on s'est félicité des annonces de notre ministre de l'économie et de Madame de Montchalin sur les propositions de pilotage du budget de l'État, et nous sommes prêts vraiment à contribuer à ces propositions. Voilà, donc pour vraiment terminer ces remises à plat de notre système de financement de régulation. D'ailleurs, je nous rappelle qu'il y a eu un rapport financement-régulation, dit rapport Borne, fin 2023, qui déjà disait tout ce que je vous dis aujourd'hui, pour lequel nous avons contribué, mais nous n'avons pas été les seuls à contribuer. Donc tout était dit dans ce rapport, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à construire des outils de pilotage communs, car en France, nous ne pouvons pas, en novembre, découvrir un dérapage de cette ampleur. C'est pas possible. Et donc, puisqu'on a des outils de pilotage les uns les autres, comment les faire converger? Et vraiment, on est prêt à y contribuer. Et puis, comme nous, avec notre loupe à nous, il n'y a pas de dérapage. Nous demandons à ce que le gouvernement revienne sur ses engagements, puisque pour nous, il n'y a pas de raison à ce que nous n'ayons pas cette clause de sauvegarde capée, que nous n'ayons pas un M qui correspond aux prévisions de dépenses de santé, et que nous appelons aussi d'arrêter d'avoir des campagnes de baisse massive de prix qui touchent toutes les entreprises et qui fragilisent notre secteur. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue, mais pour vous expliquer notre vision avec nos chiffres, avec nos indicateurs de la situation aujourd'hui des entreprises du médicament. Je vous remercie et prête, bien sûr, avec mes équipes, à répondre à vos questions. Merci beaucoup. Alors, on voit bien effectivement que le chiffre d'affaires du médicament est assez compliqué par rapport aux différents prix. Alors, effectivement, il y a le prix facial, mais le prix facial ne veut pas dire grand-chose. C'est le prix effectivement qui est affiché. Pour tout ce qui est remise conventionnelle, les choses sont stables, dans le sens où j'essaie de comprendre effectivement ce dérapage. C'est pas sur les remises conventionnelles, c'est pas sur les accès précoces, donc les remises dites légales. Donc ça ne peut être que sur la clause de sauvegarde. On est bien d'accord que ce milliard d'euros, c'est sur la clause de sauvegarde, donc c'est sur le chiffre d'affaires global du médicament. Et par rapport à ça, j'aurais des questions dont vous avez répondu effectivement 27 milliards. La question, c'est comment se décompose effectivement ce chiffre, entre dans le sens où on voit que la clause de sauvegarde ne s'applique pas de manière identique en fonction que le médicament soit mature, soit générique ou soit effectivement innovant. Est-ce que vous pouvez nous dire effectivement comment se répartit les différents chiffres entre générique, mature et innovant pour essayer de mieux comprendre le mécanisme de la clause de sauvegarde? Je vous remercie. Je vous propose de prendre une première partie et peut-être Mathieu pourra compléter. Pour vous dire sur un de vos points, ce que nous ne comprenons pas, c'est que, effectivement, ce qui nous a été annoncé, c'est qu'une partie du milliard d'euros serait sur une moins de remises observées. Or, nous, ce que nous constatons sur la fin de l'année, en fait, il y a une baisse en fait de la dynamique du marché. Donc, s'il y a moins de chiffre d'affaires, il y a nécessairement moins de remises. Mais la clause de sauvegarde, elle, s'applique sur le chiffre d'affaires net. Donc, quand on nous dit qu'il y a moins de remises, certes, mais il y a aussi moins de chiffre d'affaires. Donc, il y a au final un chiffre d'affaires net en baisse par rapport aux prévisions. Donc ça, c'est un sujet important. Ensuite, sur les remises, ça va être difficile de vous donner la vision sur les remises, puisque par construction, ce sont des négociations au gré à gré avec le CEPS, au moment où les entreprises de médicaments négocient les mises sur le marché des produits. Et donc ça, effectivement, ce sont des informations de droit privé auxquelles nous n'avons pas accès. Et donc, nous n'avons pas accès sur la répartition de cette clause de sauvegarde. Nous l'avons par bloc de type d'entreprise, mais nous ne pouvons pas donner des informations plus précises. Peut-être, Mathieu, si tu veux compléter et donner plus d'informations par rapport aux questions qui sont posées. Je te remercie. Oui, merci, Monsieur le Président. Peut-être pour revenir simplement sur ce que vous avez dit sur les raisons de ce dérapage et ce milliard d'euros. Comme Madame la directrice générale l'a dit, nous, on a poursuivi les échanges techniques avec les équipes de la sécurité sociale pour comprendre les raisons de ce dérapage. Et vous mentionnez la clause de sauvegarde, mais la clause de sauvegarde, c'est une régulation qui s'applique a posteriori, qui vient regarder ce qui s'est passé
à la fois sur le chiffre d'affaires brut des entreprises, puis sur les remises. Et ce que l'on comprend vraiment, c'est que du point de vue de la direction de la sécurité sociale, ce dérapage, il est sur les remises, pas sur la clause de sauvegarde qui viendra en partie rattraper ce dérapage de leur point de vue. Ce que nous dit la direction de la sécurité sociale aujourd'hui, c'est qu'effectivement, au regard de leurs prévisions qu'ils avaient fait dans le précédent PLFSS, en PLFSS 2024 en construction, ils ont un écart entre ce qu'ils estiment générer en moindres recettes sur les remises. Remises conventionnelles, remises d'accès précoce sur ces deux types de remises, avec une part au sein de ce milliard d'euros qui est à peu près répartie entre les remises conventionnelles et les remises légales. Nous, en termes d'estimation aujourd'hui, ce qui nous est partagé sur le rendement potentiel sur les remises, on n'est pas si loin par rapport à ce qu'estime la direction de la sécurité sociale. On estime aujourd'hui qu'on devrait tabler sur environ 9 milliards de remises qui devraient être collectées en 2024. Là où, en revanche, on est assez étonné de notre côté, c'est par rapport aux hypothèses de construction qui avaient été prises. Si on tire un petit peu le trait, 1 milliard d'écart par rapport à ces 9 milliards de remises, ça nous amenait en construction à 10,2 milliards, quelque chose comme ça. Et ça, c'est quelque chose sur lequel nous, on n'a aucun contrôle, sur lequel on n'est pas concerté en construction de ces PLFSS et pour lesquels on a eu l'occasion d'échanger, de faire un certain nombre de demandes auprès de la représentation parlementaire, c'est d'avoir des éléments en transparence sur les sous-jacents de la construction du budget médicament dans le PLFSS. Donc nous, ce 10,2 milliards qui avait été posé en construction, on n'est pas en capacité de le challenger aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose que l'on maîtrise, sur lequel on a été concerté. Mais comme Madame la directrice générale le dit, ce que nous regardons vraiment, c'est où va atterrir notre chiffre d'affaires net. Et quand on somme à la fois notre dépense brute en termes de chiffre d'affaires et qu'on y déduit les remises, on n'a pas ce milliard d'écart, mais on a 200 millions. On estime aujourd'hui à 200 millions le dépassement par rapport à la trajectoire que nous anticipions. Mais encore une fois, nous n'avons pas les éléments qui ont justifié d'une hypothèse de 10 milliards l'an dernier en construction du PLFSS 24. Merci beaucoup. D'accord, ok. Donc, pour vous, la clause de sauvegarde n'est pas en jeu. Et donc, la répartition entre générique, mature et innovant ne joue pas dans ce milliard d'euros. D'accord. Merci bien. Non, c'est important. Concernant donc les remises, en fait, vous n'avez pas les chiffres. Seule a les chiffres l'assurance maladie. Donc, l'assurance maladie a les vrais chiffres. De chiffre d'affaires, remboursé, remise. Donc, effectivement, c'est elle, comme vous dites, qui peut prévoir, qui construit, effectivement, le sous-ondam dans le PLFSS. Et je comprends, effectivement, que pour vous, c'est lié à une surestimation, donc des remises qu'ils avaient prévues concernant 2024. C'est ça? En fait, pardon, la difficulté, c'est que, et d'ailleurs, ça nous a été présenté comme tel, c'est que les sous-jacents de cette construction, je reprends les termes de la direction de la sécurité sociale, nous ne connaissons pas les sous-jacents de la construction des dépenses d'assurance maladie. Ce que nous, on maîtrise, c'est le chiffre d'affaires brut et donc net des remises. Et ça, ces chiffres-là, ces deux blocs nous amènent à ce chiffre d'affaires net. C'est la seule chose que nous avons en visibilité. Et j'attire votre attention sur le fait que la régulation est basée sur ce chiffre d'affaires net. Donc, on est d'accord à payer sur ce chiffre d'affaires net, il n'y a aucun sujet, mais pas sur des sous-jacents sur lesquels nous ne sommes pas impliqués en matière de construction budgétaire. Donc, si sur ces sous-jacents que nous ne connaissons pas, la direction de la sécurité sociale constate des dérives, par construction de la régulation en France, nous ne pouvons pas payer sur des dérives qui ne nous concernent pas. Et c'est ça le sujet central pour nous, évidemment. Et donc, nous sommes conscients qu'il faut payer sur un dépassement éventuel, et nous sommes prêts à le faire, mais pas sur un dérapage de construction pour lequel nous ne sommes pas associés et que nous ne constatons de fait pas. Donc, c'est pour ça que nous appelons de nos voeux aussi, dès 2026, parce qu'on a la chance cette année d'avoir 2 fois le même exercice, c'est de se mettre autour de la table pour dire construisons ensemble, et qu'à ce moment-là, nous pouvons prendre notre part absolument en toute grande visibilité, avec des outils de pilotage, et n'attendons pas la fin de l'année. Et si on voit qu'il y a des dérives sur lesquelles nous devons contribuer parce que nous en sommes responsables,
il faut le faire, évidemment. Donc c'est vraiment le sujet de la transparence, de la construction budgétaire, et ensuite de la transparence sur le pilotage de cette construction budgétaire, qui est vraiment notre demande aujourd'hui, parce qu'on voit bien qu'on est au bout d'un système très compliqué. Ça, on ne le conteste pas, mais travaillons ensemble, et donc on a des propositions à faire en ce sens. C'est vraiment sur ces sous-jacents qu'on ne comprend pas parce qu'on ne les connaît pas, en réalité. Merci bien. Dans le PLFSS 2026, effectivement, maintenant, la clause de sauvegarde ne s'appliquerait pas, ne serait plus calculée par rapport au chiffre d'affaires, a priori, mais par rapport au montant remboursé. On est d'accord? Par rapport à ça, est-ce que ça changerait les choses? Non, d'après ce que je comprends, dans le sens où, à partir du moment où ce n'est pas la clause de sauvegarde qui est responsable du dérapage, le fait qu'on prenne le chiffre d'affaires de vos entreprises ou qu'on prenne uniquement le montant remboursé par l'assurance maladie ne changerait pas grand-chose par rapport à ces prévisions. Alors oui et non. Oui et non, parce qu'en plus c'est un sujet extrêmement compliqué, ce passage remboursable-remboursé. On comprend l'objectif de la direction de la sécurité sociale de baser leur appel à régulation sur ce qu'ils constatent dans les chiffres de l'assurance maladie, donc la part remboursée, pour simplifier. Sauf que le calcul qui en est fait, nous n'avons pas eu le détail des calculs, et ce que nous voyons sur les niveau macro, c'est qu'il va y avoir des effets des effets de bord, pardon, par entreprise de plus de 10%. Donc il y a pour nous une grande inquiétude à passer de remboursable à remboursé, notamment dans la façon dont ça nous est présenté, parce on voit d'ores et déjà qu'il va y avoir des contentieux potentiels parce que un changement non transparent, puisqu'on en appelle depuis 2 ans maintenant à avoir plus de transparence sur la construction. Et en plus, si c'est sur la base du remboursé, ça veut dire que nous, entreprises du médicament, nous n'avons plus aucun contrôle du pilotage de ce montant remboursé, puisque ce n'est plus basé sur le chiffre d'affaires que nous maîtrisons et qui nous permet aussi de faire du reporting pour la certification des comptes. Donc ça, c'est pour nous un sujet très important. Nous en avons déjà parlé avec le directeur de la Sécurité sociale et ce que nous avons même proposé l'été dernier. Et nous proposons à repenser ce système qui serait un système beaucoup plus équitable entre les entreprises, sans effet report d'une entreprise à l'autre ou d'un modèle d'entreprise à l'autre, et toujours pilotable avec des outils communs. Passé en remboursé, nous n'avons plus d'outils de pilotage communs. Et pour des enjeux vraiment de décision démocratique, nous devons absolument avoir des outils de pilotage communs. Donc ça, vraiment, c'est une alerte que nous posons, que nous avons d'ailleurs posée, et nous en remercions les parlementaires d'avoir repoussé cette mise en œuvre en 2026, parce qu'à l'époque, nous étions très inquiets sur le fait que nous n'ayons pas participé et que nous ne voyions pas comment les entreprises allaient pouvoir suivre. Donc nous appelons vraiment à dire construisons ensemble, et en plus évitons-nous des contentieux. C'est ni bon pour les entreprises ni pour l'État. Donc on a vraiment intérêt à co-construire, public-privé, on peut travailler ensemble. Et une fois que nous, on comprend, et la pédagogie est à faire aussi côté entreprise, alors elle sera applicable et appliquée. Merci beaucoup. Dernière question avant de passer la parole à mes collègues. On voit bien effectivement qu'il y a une certaine inertie. Concernant les remises, elle est annuelle, dans le sens qu'on attend effectivement à la fin de l'année. Concernant la clause de sauvegarde, on voit ça effectivement plusieurs mois. Vous dites effectivement qu'elle est payable à 18 mois, donc il y a une certaine inertie. Par rapport au pilotage, est-ce qu'on pourrait imaginer des prévisions plus régulières, mais peut-être semestrielles? On peut rêver trimestriel, mais si effectivement, par rapport à ça, c'est assez bizarre qu'on constate effectivement au mois de décembre ce dérapage de 1,2 milliard. Est-ce que vous, je pense que vous avez des chiffres d'un reporting mensuel, sinon hebdomadaire. Est-ce qu'on pourrait imaginer effectivement qu'on soit que vous voyez plus régulièrement avec les DSS pour mieux prévoir effectivement ces dépenses? En 2025, je pense que nous devrions avoir une façon de pouvoir suivre au trimestre les dépenses. Nous, ce que nous faisons comme le chiffre d'affaires, ce sont les entreprises qui nous le déclarent, et notamment dans cet outil du GERS dont nous avons à disposition. Nous faisons régulièrement appel aux entreprises pour nous le déclarer dans une base commune. Donc on a totalement
la capacité à avoir effectivement un reporting beaucoup plus régulier. Au semestre, c'est sûr, au trimestre, à construire avec les outils d'aujourd'hui, je ne vois pas comment on ne pourrait pas le faire. C'est pour ça que construire ce pilotage commun nous servirait pour vous aussi, puisqu'au moment où vous devez voter les textes, nous serions beaucoup plus éclairés sur là où il faut mettre le poids, le rattrapage éventuel. Absolument. En tout cas, c'est notre vœu de le construire et de s'y mettre, j'ai envie de dire, dès maintenant. Absolument. Merci bien. Dernière petite question accessoire. Est-ce que vous connaissez le montant de l'enveloppe Santé publique France, c'est-à-dire effectivement les médicaments qui sont en stock et qui ne sont pas dans la clause de sauvegarde? Vous avez un chiffre par rapport à ça ou pas? C'est une demande que nous formulons depuis des années. C'est un chiffre qui nous est donné a posteriori. Nous ne connaissons pas la composition du budget Santé publique France. Je ne dis pas de bêtises. Non, effectivement, ça reste un sujet extrêmement important pour nous, puisque 2024 est l'année d'intégration dans la régulation du chiffre d'affaires du médicament, donc dans la clause de sauvegarde, des médicaments achetés par Santé publique France. Donc nous, ça fait partie des demandes, et dans le cadre de cette demande de plus de transparence dans la construction du budget médicament que l'on appelle notamment dans les annexes du PLFSS, notre demande serait que l'on ait connaissance de la dépense constatée ou de la dépense prévisionnelle de Santé publique France. On ne la connaît pas. Aujourd'hui, on ne la connaît pas. Vous ne connaissez pas le montant de ce que Santé publique France achète à vos entreprises? Parce que vos entreprises le savent quand même, non? Nos entreprises individuelles qui sont mises en place avec Santé publique France, mais de manière agrégée. Ce n'est pas une information qui est partagée que ce soit par Santé publique France ou au moment de la construction des textes budgétaires. On n'a pas cette information aujourd'hui. Écoutez, merci bien. Je laisse la parole à mes collègues s'ils ont des questions à poser. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'ai été interpellé par ce que vous nous avez dit concernant les essais cliniques. Nous avons été déclassés. On passe à la 3e position. Quelles sont les raisons? Parce que ça nous inquiète. Merci. Merci pour cette question. Ce qui est intéressant, quand on regarde les mesures qui ont été prises en Allemagne et en Espagne, ce sont essentiellement des mesures, j'ai envie de dire, de type administratif, de simplification, en fait, de pouvoir avoir accès aux essais cliniques, avec des sujets comme pouvoir faire des essais cliniques qu'on appelle au bras du patient et pas à l'hôpital. Donc on a un certain nombre de... On a absolument à regarder, et on a fait des propositions, d'ailleurs, dans la proposition de loi de simplification, pour nous mettre au niveau, au standard de ces pays européens. Et ce sont donc, qui est tombé avec l'ancien gouvernement et qui est de nouveau en discussion. Et on est en bonne voie de pouvoir nous aligner en termes de performance sur l'Europe. Donc j'espère que nos recommandations seront votées pour permettre aux patients français effectivement d'avoir accès. Et en plus, ce que je vous disais dans mon introduction, l'intérêt pour nous, c'est que dès que vous rentrez très tôt dans ces cycles-là, d'abord c'est de l'accélération de l'accès aux soins, c'est aussi travailler avec les CHU et donc gagner aussi derrière en compétitivité sur le sujet. Et puis possiblement, quand vous avez les essais cliniques en France, vous pouvez avoir plus facilement la production en France. D'ailleurs, l'Allemagne a voté une disposition où quand les essais cliniques sont faits en Allemagne, alors il y a une préférence aussi du prix sur les médicaments. Donc en fait, c'est vertueux de retrouver la compétitivité. Merci pour cette question. Merci beaucoup pour vos contributions et vos interventions. 2 interrogations. L'une sur les comparaisons européennes que vous faisiez, puisque si je vous suis totalement sur tous les médicaments sous brevet, comment vous expliquez un écart de prix qui peut exister tout de même avec certains pays sur les médicaments qui ont perdu leur brevet? Je pense à la Finlande, à la Suède, aux Pays-Bas ou à la Pologne, où effectivement la vente de médicaments hors brevet se fait à un prix moins élevé encore qu'en France, y compris parfois entre 15 et 20% de moins. Comment est-ce que vous l'expliquez? Et deuxième type de question, puisque vous avez accès à certaines données importantes sur le secteur et sur les 300 entreprises,
Alors, une question évidemment qui ne concerne pas toutes les 300 entreprises, mais est-ce que vous disposez du chiffre comparatif entre, d'un côté, le volume versé en R&D, donc pour soit la rémunération directe des chercheurs, soit additionné, on va dire, aux différents frais qui vont dans la construction de recherche, capital fixe, etc. Et la comparaison entre ce volume-là et les volumes de dividendes qui ont pu être versés, notamment sur l'année 2024 ou 2023. Vraiment, je suis preneur du dernier chiffre disponible pour pouvoir un peu se faire une idée plus précise des montants financiers de leur circulation. Sur la première partie de votre première question, je vais essayer de vous faire une réponse de la façon dont je comprends votre question sur les comparaisons européennes. Certains pays européens ont plus pris le parti d'être des pays plutôt du générique parce que moins impliqués en R&D et donc bénéficient moins de la puissance R&D des entreprises dans cette partie de l'Europe. D'ailleurs, c'est des vraies discussions qu'on a avec la Commission européenne aujourd'hui sur comment donner accès au plus grand nombre, notamment via des produits génériques versus les produits les plus innovants. Donc cette discussion est importante. La France a fait le choix d'être à la fois une terre du générique pour équilibrer l'enveloppe du médicament, et tant mieux, ça permet, et c'est comme ça que ça a été construit, d'accueillir l'innovation très tôt. Donc en fait, quand vous donnez les comparaisons européennes de ces autres pays, c'est des pays qui n'ont pas fait le même choix que la France. La France a fait le choix d'un équilibrage entre produits innovants et génériques ou biosimilaires, et on s'en réjouit. Et c'est comme ça qu'on arrive à maintenir, et c'est un chiffre que je n'ai pas partagé, mais que depuis une dizaine d'années maintenant, la part du médicament dans le budget de la sécurité sociale est à moins de 10%. C'est-à-dire que nous contenons le chiffre d'affaires des entreprises par ce mécanisme de régulation, avec toutes les difficultés que j'ai évoquées, mais en tout cas, c'est un chiffre contraint. Sur votre deuxième question, on peut se réjouir aussi que la France a investi plus de 6 milliards d'euros, ou un petit peu moins, mais de 6 milliards d'euros en R&D, sur des prises de risques qui sont importantes, parce que je rappelle, pour en gros le déroulé d'une molécule jusqu'à obtenir son AMM, c'est à peu près une dizaine d'années, donc la prise de risque est importante. Et je n'ai pas l'information, et donc je ne commenterai pas votre question sur les dividendes des entreprises. C'est le coût du risque qui est en jeu, et réjouissons-nous d'avoir de l'innovation qui arrive en France et de la R&D investie par nos entreprises. Je vous remercie. Merci beaucoup. Il m'en excusera, mais je passerai la parole effectivement à notre rapporteur général qui vous passe par rapport à ces questions. Merci, Monsieur le Président. Madame la directrice générale, j'ai plusieurs questions à la suite de votre intervention. La première est sur la mesure que vous avez préconisée de délistage de 300 millions d'euros. C'était le gain espéré. Quels sont les critères sur ce qui serait délisté? Est-ce que c'est la non-pertinence? Est-ce qu'il y a un travail avec le Haut Conseil de la nomenclature? Parce qu'en fait, d'une certaine manière, c'est une forme de déremboursement. Sur les 300 millions que vous espérez par le bon usage, quelles sont les hypothèses pour arriver à 300 millions? Parce que ça dépend, il me semble, un peu des prescripteurs. Comment vous pouvez nous garantir finalement cette économie? Et sur la question de l'avance sur remise, que vous payez à 18 mois, l'idée était de l'avancer. Ça a apporté un gain sur une année. Une fois qu'on l'avait fait, on n'avait plus ce gain-là, mais en tout cas en trésorerie, si je peux m'exprimer ainsi, l'État avait tout à y gagner. Pourquoi le gouvernement n'a pas repris cette proposition que j'ai moi-même à un moment portée, puisqu'on avait eu des auditions préalables au PLFSS? Quelle est la raison? Est-ce que c'est une raison, j'allais dire, de problème d'estimation? Est-ce que c'est un problème de rétroactivité in fine? Pourquoi votre proposition finalement de payer plus tôt et d'avoir une forme de visibilité sur vos comptes annuels n'a pas été retenue? Parce que pour le coup, ça aurait été une vraie poire pour la soif cette année, mais on n'aurait pas pu en bénéficier l'année prochaine. Alors, d'une certaine manière, on pourra en bénéficier en 2026. Quels sont les freins, quels sont les écueils, finalement, qui sont un obstacle à ce que cette hypothèse soit reprise? Enfin, sur la question du plan pluriannuel, on peut avoir une pluriannualité sur des investissements, mais une pluriannualité sur des dépenses individuelles et non collectives, comment on peut avoir des prévisions qui se réalisent?
vous remercie pour vos questions. Je vais essayer de les prendre les unes après les autres. Délistage versus d'ailleurs des remboursements. C'est intéressant que vous me posez la question, puisque justement le délistage n'est pas un déremboursement. Et c'est pour ça que c'est une mesure qui n'impacte pas les patients, puisque c'est une possibilité d'avoir accès aux médicaments sans nécessairement, et c'était les mots que j'ai employés, passer par le professionnel de santé qui peut être son médecin, mais pouvoir passer directement par le pharmacien. Et donc sans pénalité pour le patient, parce qu'il peut toujours passer par son médecin, évidemment. L'étude que nous avons réalisée, c'est Neres qui l'a réalisée en regardant une centaine de molécules sur le marché européen, a conduit à montrer que sur les 300 millions, en réalité, vous avez 100 millions d'économies possibles sur le médicament lui-même et 200 millions sur la prescription. Et donc, c'est une économie à deux niveaux. Nous avons eu des discussions poussées avec l'Agence du médicament. C'est une économie non pas chez vous, mais plutôt chez les médecins. C'est une économie pour le système en réalité. Donc en fait, on cherche de l'efficience dans le système sans pénalité sur des actes qui ne sont pas nécessairement des actes, en tout cas qui ne nécessitent pas nécessairement de passer par un médecin et qui peuvent être passés directement, dont on peut avoir accès en pharmacie. On ne dit pas que on fait des économies sur les autres, on dit que globalement, ça fait de l'efficience dans le système et nous prenons notre part. Et sur ce délistage, nous sommes en discussion aujourd'hui avec l'Agence du médicament pour regarder en France. Donc l'agence a considéré qu'il y avait une trentaine de molécules intéressantes à regarder. À l'intérieur de cette trentaine de molécules, nous sommes à une petite dizaine de molécules. On regarde la possibilité. Nous, ce que l'on dit simplement, c'est à faire toujours plus de la même chose. On aura toujours plus du même résultat. Et donc là, en travaillant différemment et en regardant ce qui se passe au niveau européen, on voit qu'on peut le faire différemment. Donc c'est des propositions. Si nous avons d'autres propositions, nous pourrons les regarder évidemment, mais j'attire vraiment aussi votre attention sur le fait que le délistage n'est pas du déremboursement. Et d'ailleurs, nous avons vu tous ensemble dans les débats à la fin d'année dernière que le déremboursement posait des questions et que je peux comprendre parce que l'impact est direct sur les patients. Donc ça, c'est important. Sur ça, c'est votre première question. Deuxième question sur le bon usage, et vous avez raison de le dire. Le bon usage, nous ne sommes pas en prise directe avec les prescripteurs. Et la prescription est libre en France, évidemment, ce sont les médecins qui en sont responsables. Ce que nous avons juste évalué, enfin, en montrant dans le projet que nous avons mené. Nous avons notamment travaillé avec un des éditeurs de logiciels qui s'appelle Vidal pour essayer de regarder au moment où le médecin fait une ordonnance, de pouvoir avoir des pop-up sur leur écran pour les alerter quand la prescription est au-delà de 5 médicaments. Nous avons eu cette discussion en disant, mais est-ce que les médecins accepteront? Nous avons eu cette discussion en disant, est-ce que c'est au laboratoire de faire cette action? Nous sommes, avant d'avoir lancé cette action, nous sommes allés voir la Caisse d'assurance maladie pour proposer de travailler ensemble. À l'époque, ce n'était pas envisageable. Et donc, nous avons dit, écoutez, en responsabilité, nous, on va faire ce test auprès des médecins. Un an après, qu'est-ce que l'on voit? C'est que sur 23 000 médecins, 95% des prescriptions qui ont été touchées par un pop-up ont été ouvertes, ont été traitées. Il n'y a pas eu de rejet par le corps médical aujourd'hui sur le pilote que nous avons mené. Donc nous, ce que l'on dit simplement, c'est que à travailler ensemble et grâce à la puissance publique, si nous voulons passer à l'échelle, nous avons un pilote et on pourra vous communiquer, si vous le souhaitez, les chiffres que nous avons avec cet éditeur de logiciels, montrer qu'on peut regarder la prescription en France pour alerter, notamment sur les personnes âgées, le risque de surprescription. Et donc là aussi, nous avons des chiffres que nous pouvons tenir à votre disposition sur les mesures d'économie qui ne coûtent là aussi à personne. Et c'est des sujets aussi de santé publique, voire même de santé écologique, puisque à produire moins, c'est mieux aussi pour notre pays. Donc là aussi, on a fait un pilote. Et ce que l'on dit, c'est que nous prenons en responsabilité, qu'on essaie de trouver des solutions. Donc ensuite, si ces solutions ne sont pas les bonnes, et comme chaque semaine, et je le redis, nous voyons à la fois la Direction de la Sécurité sociale, l'ANSM et la CNAM, on peut travailler ensemble pour tester des solutions. Et donc en tout cas, ce sont les nôtres. Les avances remises, c'est une question intéressante puisque quand on l'a proposé, et vous avez raison, c'est bon pour une année, mais ça veut dire qu'avoir des comptes publics qui
permettent de toucher l'argent au moment où on en a besoin. L'année dernière, je vous rappelle, quand nous étions sur ces débats avec le gouvernement, nous étions à un déficit de la France au-delà des 6% au moment où la France devait présenter son budget à l'Europe. Et il n'était pas possible d'envisager ce dérapage de 6,1. Et il nous a été dit que ce dérapage d'1,2 milliard allait jouer sur les dépenses. Or, les remises n'étaient pas des dépenses. Des discussions très compliquées. Donc on nous a dit, écoutez, merci, mais dans notre urgence, cette capacité à anticiper les remises, en fait, n'allait pas jouer sur le budget de l'État. Et donc il a été considéré à l'époque que ce n'était pas une mesure qui était bonne pour ce qui était à régler à ce moment-là. Mais cette avance sur remise est toujours d'actualité. Ça veut dire, et je reviens sur mon point, Monsieur le Président, c'est que si nous simplifions les processus de paiement de ce que l'on a payé, y compris la clause de sauvegarde d'ailleurs, qui met elle aussi 18 mois à être perçue, on pourrait assainir la façon de gérer les comptes publics. C'est tout ce que l'on dit, et donc on est prêt à y contribuer. Et enfin, sur votre dernier point pluriannuel, c'est intéressant dans votre question, c'est que nous considérons uniquement le coût du médicament comme un coût et pas comme un investissement. Or, un médicament aujourd'hui permet d'éviter d'aller à l'hôpital, permet d'éviter d'avoir des IJ, donc est aussi un investissement pour la France. Et c'est pour ça que notre souhait, c'est d'avoir un plan pluriannuel, puisque nous savons que certains traitements vont considérablement alléger aussi des parcours de soins qui n'auront plus besoin d'être à l'hôpital, mais plutôt à domicile, par exemple. En tout cas, la médico-économie du médicament pourrait être intéressante pour ne pas être considérée que comme un coût pour la société, mais également pour un investissement. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ces précisions. Si effectivement vous pouvez nous faire parvenir effectivement les différentes études, que ça soit effectivement donc que vous avez évoquées concernant le délistage et une prescription mieux, ça serait effectivement bien qu'on puisse en disposer. Merci bien. Donc on arrive à la fin de cette audition, impeccable. Monsieur le rapporteur général. Oui. Merci, Monsieur le Président. Très rapidement, mais pour être bien clair, si le délistage n'est pas un déremboursement, est-ce que ça signifie pour vous que le patient qui se voit délivrer un médicament par le pharmacien peut être remboursé aux mêmes conditions ou à des conditions différentes qu'un médicament prescrit par le médecin? Et ma deuxième question, vous n'aurez peut-être pas la réponse là, c'est que le logiciel d'aide à la prescription, moi je suis preneur d'un chiffrage sur une moindre prescription. Parce qu'aujourd'hui, enfin, on va être très clair, ce que vous avancez là, moi j'ai besoin d'éléments un peu tangibles là-dessus. Merci bien. Pour compléter la question, là, effectivement, alors, le principe du délistage, c'est pas comme le paracétamol. Le paracétamol, effectivement, peut être prescrit ou pas prescrit, il peut être remboursé ou non remboursé. Là, ça sera encore une autre catégorie, c'est-à-dire qu'il est non prescrit, mais remboursé. Hein, si vous pouvez pas. Et puis, deuxième chose, effectivement, on n'a pas évoqué effectivement le problème des taux de remboursement. Est-ce que, effectivement, qu'est-ce que vous pensez effectivement des médicaments qui sont remboursés à 30, 25, qui normalement, dans le principe, auraient dû être déremboursés? Par rapport à ça, pourquoi est-ce qu'on n'avance pas? Alors, pour effectivement être plus précis, quand on parle de délistage, on ne parle pas de déremboursement. Mais quand on parle de délistage, si vous passez en pharmacie pour acheter du paracétamol sans passer par votre médecin, non, vous n'êtes pas remboursé. Mais vous pouvez toujours passer par votre médecin si vous avez besoin. Ça veut dire que ça n'exclut pas le passage par le médecin pour les Français qui auraient besoin d'être remboursés. Une partie des Français peuvent acheter leur paracétamol, on ne dit pas tous, par exemple, si on prend le cas du paracétamol, sans être remboursé. Ça, c'est le délistage. Mais vous pouvez toujours être remboursé en passant par votre médecin. Donc, en fait, l'accès au remboursement n'est pas remis en question. On a un autre parcours. Sur la prescription, sur la moindre prescription, c'est tout l'enjeu d'un pilotage commun, puisque nous, ce que nous avons vu, c'est qu'effectivement, il y a une révision des ordonnances. Nous avons besoin de travailler avec la CNAM qui, elle, dans ses outils de pilotage, peut aller jusqu'à l'évaluation de la non-prescription, de la moindre prescription et nous travaillons néanmoins avec notre éditeur de logiciels pour essayer de trouver les moyens de mesurer. Mais tous les chiffres qu'on a à disposition aujourd'hui, on peut vous les faire parvenir absolument. Et ce que l'on a du coup proposé là aussi à la Caisse nationale d'assurance maladie, c'est d'étendre, puisque là nous sommes passés par un éditeur de logiciels, il y en a d'autres. Si on veut couvrir le territoire français, avoir des chiffres plus précis, on en appelle vraiment à travailler en collaboration pour pouvoir voir l'impact en fait de ces mesures. Et je le redis,
ces propositions, nous les avons faites. Il y en a peut-être d'autres qu'on peut travailler en collaboration. C'est vraiment l'appel que je fais aujourd'hui à votre attention. Alors ça, je ne peux pas me prononcer sur est-ce qu'on est allé assez loin, pas assez loin. C'est pas de ma responsabilité, donc j'aurais pas une réponse juste. Merci bien, je trouvais très bien ces auditions d'1 heure, ça permet de bien préciser, et on pourrait le faire de manière régulière, et pas forcément le faire, monsieur le rapporteur général, effectivement, seulement effectivement, quelques semaines avant le PLFSS, et on pourrait se voir comme ça un peu régulièrement dans le cadre de la MEX. Merci.